Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue à l'écoute de votre nouvelle émission de curiosité scientifique. Sur Toxin Plus, je vous le rappelle, vous pouvez aimer, commenter, partager, c'est très important pour nous. Et aujourd'hui, eh bien, un invité exceptionnel. En fait, c'est pas lui l'invité, c'est lui qui nous invite chez lui. Nous sommes chez Philippe Guillemont. Bonjour Philippe Guillemont. Bonjour Alexandre. Merci infiniment de nous recevoir chez vous, au bout de la route du temps que nous avons empruntée tout à l'heure. Peut-être que vous allez nous parler de cette géographie particulière de votre chez vous, de votre région, de cette route. Moi, je pensais, en lisant votre livre, La route du temps, que ce n'était qu'un livre. En fait, non, c'est un lieu qui est habité concrètement par un homme. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, de ces synchronicités entre l'espace, le temps, la personne qui y habite. Philippe Guillemont, vous êtes bien connu, mais je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes ingénieur physicien. Vos domaines de prédilection sont la physique théorique, les neurosciences, l'intelligence artificielle. Vous êtes l'auteur notamment d'une trentaine de publications scientifiques, mais aussi et surtout de cet ouvrage en vulgarisation scientifique, dont le dernier est une bande dessinée que je vais vous montrer, chers amis auditeurs, qui s'appelle Le Pic de l'Esprit. Et ce qui nous amène pour cette première partie, parce que je vous annonce tout de suite, chers amis auditeurs, que nous allons faire deux parties, donc deux émissions avec Philippe Guillemont. La première va s'articuler autour de ce livre, La route du temps. Donc, vous allez nous expliquer pourquoi il s'intitule ainsi. C'est votre pérégrination sur cette route du temps. Donc, comme je le disais, j'ai découvert que c'était un lieu physique. Et c'est votre démarche, en fait, pour écrire ce livre sur la synchronicité qui vous occupe apparemment depuis bien longtemps. Mais avant de nous lancer dans l'explication du pourquoi et du comment de ce livre, peut-être que vous pourriez nous faire une brève histoire du temps d'un point de vue physique. Enfin, pour les physiciens, qu'est-ce que c'est que le temps Pour nous, on a cette intuition d'une variable comme ça, de cette petite lettre T, qu'on a tous vu en classe, au collège, et puis au lycée, mais c'est beaucoup plus. Merci pour la question. Pour la physique, le temps, il est né au cours du siècle de Descartes, à partir des équations différentielles. La physique se déploie elle-même à partir du temps, c'est-à-dire c'est l'idée que tout peut être calculé, et donc dans ce calcul, il y a cette variable fondamentale qui est le temps. Maintenant, avec les siècles qui ont passé, on a eu la théorie de la relativité restreinte et générale qui a remis en question totalement tout ça. Tout ça, c'est-à-dire, ça s'appelait la physique newtonienne, c'est-à-dire la physique newtonienne avec la variable temps. On a pu faire énormément de choses et toute la physique actuelle est encore basée sur la variable temps, mais on va dire que Einstein, d'une certaine manière, il a démoli tout ça parce qu'on n'est pas capable de trouver quel est le sens du temps en tant que présent. Parce que la théorie de la relativité a introduit la notion d'univers-bloc où l'espace est entremêlé avec le temps. Et il est impossible de mettre d'accord deux observateurs qui sont dans des repères différents. Alors les effets sont importants que si les repères sont très éloignés ou s'ils se déplacent très très vite l'un par rapport à l'autre. Dans ce cas-là, ces deux observateurs ne peuvent pas se mettre d'accord sur ce qu'est le présent pour l'un, pour l'autre, même en tenant compte du temps que met la lumière pour parvenir à chacun. L'un va croire que l'autre est dans le passé alors qu'il est plutôt dans son futur, etc. Ce genre de problème. Et donc du coup, alors c'est la conséquence du fait que la vitesse de la lumière est une constante, quel que soit le repère. Et aujourd'hui, les physiciens ne connaissent du temps que la durée. Seule la durée est objective. Mais le curseur du présent, il est complètement incalculable. Il n'a pas de sens pour la physique.
Au point que beaucoup de physiciens reconnaissent que finalement le temps est lié à la conscience. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi nous sommes présents en un point du temps qui est, voilà, aujourd'hui par exemple. La physique ne sait pas dire pourquoi, elle ne sait pas localiser ce point du temps, ça n'existe pas. En physique, on ne sait que mesurer des durées. Donc voilà pour l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur le temps, sachant que évidemment ça a des conséquences importantes. C'est que, en première approximation, non seulement le passé est encore là, mais le futur est déjà réalisé. Alors attendez, avant qu'on aille au futur, procédons par ordre, si vous voulez bien. Donc, dans cette brève histoire du temps physique, donc on a ce temps comme variable, ce petit t. Donc là, on a une physique qui est de l'ordre, disons, de la cinématique, de la science des trajectoires, où voilà, on a bien une planète qui va avoir une telle trajectoire qu'on va pouvoir calculer avec ce temps qui est toujours le même. Ensuite, on a Einstein qui nous dit non, c'est pas qu'une simple variable, c'est une dimension nouvelle, qui est intrinsèquement liée à l'espace. Et mais alors, ce qui est étonnant déjà, pour en rester à cette question de la dimension, c'est que nous, de manière intuitive, on se dit, eh bien, on peut mesurer une dimension d'espace. Je peux prendre mon mètre à mesurer, je vais mesurer cette pièce dans laquelle nous sommes. Je ne vais pas abolir la pièce en la mesurant. Pourtant, vous nous dites aujourd'hui, la physique, le physicien ne connaît du temps que la durée. Si je mesure le temps avec du temps, en quelque sorte, je ne fais que mesurer le temps qui passe. Or, le temps qui passe, il est passé par définition. Il ne reviendra pas. On ne revient pas, en tout cas à ma connaissance, mais vous pouvez nous expliquer l'inverse. On ne revient pas dans le passé. Donc, ce que je mesure, mon étalon de mesure, c'est-à-dire le temps qui passe, cette durée, s'abolit dans la mesure elle-même, en quelque sorte. Oui, enfin, il y a quand même... Alors, mesurer le temps, c'est mesurer la durée. Mais il y a quand même une différence entre mesurer le temps et mesurer la durée et mesurer de l'espace, c'est qu'on est prisonnier du temps, alors qu'on n'est pas prisonnier de l'espace. D'accord ? Donc ça complique énormément les choses. On peut se mouvoir dans l'espace, mais dans le temps, on est toujours au même endroit. Voilà. Toujours à ce point présent. C'est ça. Et mais quelle est l'énigme là ? Qu'est-ce que... L'énigme, c'est qu'on a cette dimension, on a l'impression qu'on a une dimension de plus avec ces 3 dimensions d'espace, mais qu'elle ne répond pas aux mêmes règles. C'est-à-dire qu'elle n'est pas mesurable avec le même étalon. Tout simplement, j'ai 3 dimensions d'espace qui sont mesurables en mètres, et l'autre qui est mesurable en temps, mais j'ai l'impression que c'est la dimension elle-même qui s'auto-mesure en quelque sorte. On peut faire des mesures très objectives de la durée. On les fait. Avec des vibrations de molécules, des vibrations atomiques, etc. On sait faire des mesures extrêmement précises de la durée. Mais il ne faut pas confondre cette durée qui s'assimile à de l'espace, en fait. C'est l'espace de la 4e dimension. Et le temps présent, par exemple, dans l'espace, on est capable de dire, voilà, nous sommes présents en un lieu parfaitement déterminé géographiquement, mais on ne peut pas faire ça pour le temps. On ne peut pas faire ça pour le temps. On peut faire ça pour le temps seulement localement. C'est-à-dire que localement, sur notre planète, tout le monde va se mettre d'accord sur l'espace et le temps. Parce que c'est à notre échelle, les différences sont infimes. Mais si on essayait d'avoir, imaginons que les communications soient immédiates, des relations avec des extraterrestres sur d'autres planètes, j'extrapole, on ne pourrait jamais se mettre d'accord sur ce qu'est le présent. On ne pourrait pas définir un temps présent tout comme on définit une position géographique. C'est ça le problème. C'est ce que me raconte l'un de mes enfants. Il me dit, mais là, il y a cette étoile, mais si ça se trouve, elle est déjà morte. Parce qu'elle a déjà explosé. Oui. Et en fait, là, je ne vois l'image de l'étoile qui a été envoyée. Est-ce que c'est ça ou est-ce que je me trompe complètement ? Non, c'est autre chose. C'est plus subtil que ça. C'est le fait que
Ça, bon, si on veut vraiment comprendre ça intuitivement, il faut remettre en question la notion d'espace. Et avec la notion d'espace, il faut aussi remettre en question la notion de matière. En fait, la remise en question du temps nous amène à remettre en question l'espace et finalement la matière elle-même. Et c'est une tendance en physique, hein. Alors, on va peut-être pas aller trop vite vers ça, mais je voudrais que soit bien compris le fait que euh, le temps ponctuel, c'est-à-dire le curseur du présent et non pas la durée, c'est quelque chose qui ne peut pas être défini, quelque chose qui ne peut pas être appréhendé par la physique et que les physiciens, pour lequel les physiciens considèrent que c'est l'affaire de la conscience. Il n'y a que la conscience qui nous permet de parler du temps. Sans conscience, on ne pourrait pas parler du temps. Imaginez que, par exemple, un robot, une intelligence artificielle qui n'est pas consciente, en train de vivre, de calculer, de faire tout ce que nous on fait quotidiennement, l'intelligence artificielle ne saurait pas ce que c'est que le présent. Elle ne saurait pas ce que c'est, elle ne saurait pas dire parce qu'elle n'est pas consciente. Mais alors, parce que c'est déjà très compliqué. Vous nous dites que la physique ne peut pas nous dire ce que c'est que le présent. Pourtant, j'ai envie de vous dire, bon, c'est assez simple. Je prends un film. Je m'arrête sur telle image de tel film. Est-ce que c'est pas le moment présent, ça, du film, ou pas du tout? Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas que je remets pas ça en question, mais je dis simplement que c'est valable localement et que dès qu'on considère de très grandes distances ou de très grandes vitesses relatives, ça ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'on ne sait pas dire qu'on est présent en même temps. C'est ça? Exactement. On ne sait pas dire ça. Bien sûr, on sait le dire localement. Oui, là, je peux dire, je suis maintenant avec, Voilà. avec Philippe Guillemont. Mais pour des observateurs éloignés ou à très grande vitesse par rapport à l'autre, on ne sait pas. On ne sait pas le dire. C'est même pas une histoire du fait qu'il y aurait des corrections à faire. C'est juste qu'il n'y a même pas d'équations qui peuvent décrire tu es en avance sur moi de temps ou tu es en retard sur moi. Ça n'existe pas. Je sais que c'est choquant pour la vision intuitive qu'on a de l'espace et du temps, mais c'est justement parce qu'elle est fausse. En réalité, c'est notre vision intuitive de l'espace et du temps qui est fausse. Alors, vous nous dites, parce que la vision intuitive de l'espace et du temps, c'est en fait, c'est assez nombriliste en réalité. Oui. C'est je suis le centre de l'univers en quelque sorte. Le centre c'est moi et le temps présent, l'instant zéro en quelque sorte, qui est toujours renouvelé, c'est moi maintenant. Oui. Mais ce que vous nous dites, c'est que s'il y a un autre, soit très loin, soit même à côté, mais qui ne va pas du tout à la même vitesse que moi, en fait, je ne peux plus me comparer le moi maintenant à son lui maintenant. Non, à lui. Voilà, exactement, c'est ça que je dis. Mais ce n'est pas ce que je dis moi, c'est ce que tous les physiciens disent là-dessus. Et c'est ça qu'on appelle la relativité. C'est ça qu'on appelle la relativité, oui. D'où le fait que ça soit relatif et non plus absolu. C'est ça. Bon, écoutez, je crois qu'on y voit un peu plus clair. Effectivement, c'est pas intuitif du tout. Mais voilà, on fait ce plongeon avec vous, on va vous suivre dans ce chemin. Les fausses intuitions sont le signe du fait qu'on n'a pas compris quelque chose au départ. Donc, en l'occurrence, c'est le fait de vouloir considérer intuitivement les résultats de la physique, par exemple, dans un cadre erroné qui font qu'on dit que c'est contre-intuitif. Mais si on considérait le bon cadre, ça pourrait redevenir intuitif. Alors, quel est le bon cadre précisément pour comprendre cette question du temps en physique? Alors, le bon cadre, puisqu'on a vu que le temps était lié à la conscience, le bon cadre, c'est de remettre la conscience au premier plan de la vision, du raisonnement qu'on peut avoir sur les choses, au premier plan du réel, de la réalité. C'est-à-dire que on ne devrait pas partir de la matière parce que la matière n'est qu'une apparence. Une chose est sûre, c'est que nous sommes conscients, donc c'est la seule chose qui est sûre. Descartes disait quelque chose de semblable, et c'est de là qu'il faut partir. Il faut partir de la conscience. Et à ce moment-là, on reconstitue tout le reste et on s'aperçoit que l'espace, le temps et la matière
sont des propriétés de la conscience, et non pas l'inverse, c'est-à-dire la conscience, propriété de la matière produite par le cerveau, etc. Si on adopte ce nouveau cadre, qui a d'ailleurs de très bonnes raisons d'être accepté, parce qu'il est rationnellement beaucoup plus cohérent que le cadre inverse, on peut retrouver une vision intuitive, mais qui va changer évidemment tout notre paradigme de pensée. Je vais citer un philosophe contemporain assez connu, qui dialogue avec des physiciens. C'est Bernardo Kastrup, un philosophe néerlandais, qui a une théorie qu'il appelle l'idéalisme analytique, et qui explique très très bien, mieux que je ne pourrais le faire, moi je pourrais le faire mais en simplifiant, pourquoi il ne faut pas confondre donc la réalité et le réel, pourquoi il faut considérer cette réalité comme étant un peu comme le tableau de bord, c'est-à-dire on est dans un véhicule et on a un tableau de bord qui nous permet de voir le réel, mais il ne faut pas confondre le tableau de bord avec le réel. Le tableau de bord, c'est la réalité que nous vivons, nous, et le réel, c'est autre chose. Il est quantique, en l'occurrence. Le réel, en l'occurrence, il est quantique. Le quantique précède la réalité, au sens, c'est-à-dire qu'on sait en plus en physique, on sait parfaitement déduire la réalité du quantique, et surtout, et pas l'inverse. En fait, tout en physique, là j'ai donné juste un argument ou deux, tout en physique nous conduit à remettre en question la nature de la réalité, c'est-à-dire que c'est l'idée que ce que l'on perçoit, l'espace, le temps et la matière sont réels. Non, ça c'est faux. L'espace, le temps et la matière sont des constructions de la conscience qui se trouvent embarquées, qui a un tableau de bord qui lui permet d'appréhender le réel, mais le réel, il est autre que ce qu'on perçoit. Mais non, il est où, le réel? Il Parce est que dans, moi, là, quand je suis là, je me tape, j'ai l'impression qu'il est là, le réel. Mais bon, vous êtes... Non, je suis désolé, j'y vais avec ma grosse intuition, mais... La logique nous amène à considérer d'abord la conscience, et partant de là, elle nous amène à faire ce raisonnement que la physique confirme, que donc, la réalité doit être considérée comme la manière dont la conscience construit son image du monde, son image du réel, mais cette manière dont la conscience construit son image du réel, qui s'appelle la réalité, ne doit pas être confondue avec le réel. Ça, c'est très logique, hein. J'ai l'impression, mais je me trompe peut-être complètement, qu'on est sur cette vieille question, vous savez, de l'arbre qui tombe dans la forêt. Si personne n'est là pour entendre l'arbre qui tombe, est-ce que l'arbre qui tombe fait du bruit? Oui, c'est un lien avec cette idée-là, c'est-à-dire que sans conscience, rien n'existerait. Et en fait, ça remet en question... Et là, c'est le bon vieil évêque Berkeley, non? Berkeley, je ne sais pas. C'était un évêque qui prêchait anglican au 18e ou 17e, je ne sais plus, et qui disait que rien n'existait, que tout était la projection de Dieu dans la conscience. Alors, ça avait un problème, son prêche, c'est qu'il en déduisait évidemment que le monde n'existait que pour lui, et que donc les gens à qui il prêchait n'existaient pas. Oui, il y a bon, alors, c'est un raccourci, parce qu'il y a quelque chose de vrai néanmoins là-dedans, mais qui paraît ridicule. C'est pas une seule conscience, bien sûr. Si je ne regarde pas la Lune, elle reste là. D'accord ? Mais ça vient du fait que nous sommes dans une réalité collective. Nous partageons la même réalité. Je ne suis pas en train de construire ma propre réalité qui serait différente de la vôtre. Nous partageons la même réalité, c'est cette raison. C'est la raison pour laquelle, bon, la Lune est toujours là quand je ne la regarde pas. Mais si on oublie ça, si on oublie le fait qu'on est dans une création collective, qui est encore quelque chose de relatif, hein, eh bien oui, on a besoin d'une conscience pour que
le réel soit, pour que la réalité soit. Il ne peut pas y avoir de réalité sans conscience de cette réalité. En dehors de la conscience, il n'y a pas de réalité. Il y a un réel, mais il n'est pas du tout de la nature de ce qu'on observe. Alors, ça m'évoque quelque chose, mais je vais le prendre avec des pincettes parce qu'on a tendance à se tromper, à ne rien comprendre, surtout moi, quand on parle de physique quantique. Mais bon, malgré tout, je me lance. Si j'ai bien compris, en physique quantique, l'observateur fige en quelque sorte un état de probabilité. Oui. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous nous dites? C'est-à-dire que j'ai un champ des possibles, pour faire simple, si, encore une fois, une fonction d'onde, je crois qu'on appelle ça comme ça, Oui. qui est une somme en fait de probabilités, enfin d'états probables, mais il faut qu'un observateur, quel qu'il soit, mais qui est conscient, fixe son attention sur la scène donnée pour qu'un résultat advienne, apparaisse, et se fige en quelque sorte. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous dites ou je suis complètement à côté de la plaque? Ça a un rapport indirect, mais important. Oui, ça a un rapport. Il y a deux choses. Il y a le fait que la conscience fabrique notre perception du réel, et il y a le fait que notre perception de la réalité, et il y a le fait que le réel sous-jacent est complètement différent, et qu'effectivement, ce réel sous-jacent contient une myriade de possibilités, contient tous les possibles, et que ça se transforme en notre réalité. Et là, il y a un mécanisme qui fait intervenir deux choses, et non pas une seule chose. Le premier mécanisme, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Le mécanisme de décohérence, c'est le mécanisme qui transforme le réel quantique, où tout est intriqué, en une réalité classique, qui est telle qu'on l'aperçoit, sauf que le phénomène de décohérence n'explique pas totalement la réduction des superpositions de réalité, c'est-à-dire qu'il subsiste, pas systématiquement, mais il subsiste de multiples possibilités. C'est-à-dire que la décohérence va transformer le réel quantique où tout est possible et intriqué en un certain nombre de réalités observables correspondant à la nôtre, mais c'est en dernier ressort l'observateur, ou plutôt le cerveau de l'observateur, qui va faire le choix de la réalité qu'on va vivre communément. Cette théorie s'appelle le solipsisme convivial, c'est la théorie d'Hervé Zwirn, qui est un mathématicien, un physicien mathématicien qui travaille au laboratoire de Normal Sup, c'est quand même une pointure, laboratoire de mathématiques, et c'est une théorie qui est la plus simple, la plus cohérente. Simplement, elle est un peu difficile à avaler parce que on a intuitivement, du fait de nos fausses intuitions matérialistes, on a intuitivement du mal à accepter l'idée que l'observateur va sélectionner une réalité parmi plusieurs possibilités. On a du mal avec ça. Mais personnellement, je suis convaincu qu'il a raison, que cette théorie est juste. Donc je le répète pour plein de raisons, dont certaines expérimentales, dont je le répète, donc notre réalité qui est unique pour tout le monde, qui est fabriquée collectivement, qui est consensuelle, qui est conviviale, elle est issue d'un réel quantique qui, par le mécanisme de la décohérence, crée un multivers de possibilités. Un multivers, c'est des univers différents, mais chaque univers est bien structuré comme le nôtre. Et c'est au final l'observateur qui va faire le choix d'univers. Pas la conscience, je n'ai pas dit la conscience. C'est l'observateur qui, à partir de son cerveau, c'est son cerveau. Zwirn lui-même dit que le cerveau fait un choix qui est complètement aléatoire. Je ne pense pas qu'il soit complètement aléatoire, mais c'est bel et bien le cerveau. Et si la conscience intervient dans ce processus, ce n'est pas dans le présent, ce n'est pas en observant, c'est en amont.
c'est en amont, c'est-à-dire c'est dans le futur. Alors attendez, parce qu'il y a beaucoup de choses. Bah oui. Je vais essayer de voir si je me perds pas complètement. Donc le réel, j'essaie de simplifier pour moi. Le réel, c'est l'ensemble des possibles, pour faire simple. La réalité, Alors, l'ensemble qui sont pas encore possibles, hein. C'est l'ensemble de tout ce dont on peut rêver, imaginer, etc. Ça peut être ça peut être des choses incohérentes. C'est pour ça qu'on a besoin de et la donc ça notion. peut être même contradictoire. Il n'y a Ça peut être pas de principe de contradictoire. non-contradiction dans ce réel-là. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est important Donc parce ma que, somme de probabilité est supérieure à 1, pour faire simple. voilà, bon, oui, on peut le dire comme ça. Ce réel quantique, il contient absolument tous les possibles, mais pas encore les possibles juxtaposés pour faire des lignes de temps, pour faire des réalités. Hein, c'est juste des morceaux, des rêves, des archétypes. Voilà, mettons des archétypes. Et la décohérence transforme cet ensemble d'archétypes en... Mais alors là, vous allez nous emmener chez Jung, j'ai l'impression. Comment? Si vous nous parlez d'archétypes, Oui. on va tomber chez Jung. Ben, oui, bah, c'est une... quand on parle de la conscience et qu'on parle du futur, on est forcément proche de l'inconscient. Et là, donc, on tombe sur Jung aisément, bien sûr. Mais Donc, revenons donc on a ce réel, donc qui est l'ensemble des possibles, disons ça comme ça. La réalité qui est une sélection. Alors vous dites par le cerveau que vous Oui. distinguez le cerveau de la conscience, mais vous avez employé une autre expression, c'est le cerveau fait un choix, mais comme s'il y avait quelque chose de volontaire. Non, c'est automatique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette représentation d'une vieille femme et en même temps c'est une jeune femme. Et on n'arrive pas à voir les deux simultanément. Mais c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre. Voilà, c'est une métaphore intéressante pour comprendre ce que fait le cerveau. On ne sait pas trop pourquoi il choisit la jeune femme ou voilà, on va dire que c'est aléatoire. Il y a aussi la danseuse qui tourne dans un sens et la danseuse qui tourne dans un autre. En réalité, c'est le cerveau qui décide, on ne sait pas trop comment. Il n'y a pas à mettre de la conscience là-dedans, parce que c'est pas... Conscience de quoi? On ne sait pas. On ne voit pas pourquoi. La conscience ne s'amuse pas à faire des choix dans l'instant présent. Si la conscience agit dans cette affaire, ce n'est certainement pas dans le présent. C'est en amont, dans le futur, au niveau des archétypes. Voilà. Ça, c'est première bonne... C'est important de faire le point sur cette question-là, parce qu'il y a quand même eu toute une dérive qui a quand même été initiée par les physiciens, parce qu'au départ, ce sont même des prix Nobel qui croyaient dans cette histoire, l'observateur crée la réalité, c'est la conscience qui intervient dans le processus. S'il n'y a que le présent, on ne comprend pas comment la conscience peut intervenir dans ce processus. Donc après, il y a eu en physique, on a remis les choses en ordre, on a compris le phénomène de décohérence et on a compris que c'était automatique, c'est-à-dire que le choix, il y a encore un choix, mais au moins on a compris le processus qui transforme le réel quantique en un certain nombre de possibilités, en général une seule à notre échelle macroscopique, en général c'est une seule, mais il subsiste, y compris au niveau macroscopique, des situations qu'on appelle des bifurcations, où là, le cerveau, via son conditionnement, va faire un choix. Et c'est pareil, si la conscience intervient là-dedans, c'est parce qu'il y a une préparation en amont. Alors, expliquez-nous ça un peu plus dans le détail. Donc, il y a une préparation en amont. Donc, en amont, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est dans le futur. Alors, parce qu'il faut... Donc là, vous renversez encore une fois l'intuition, parce que quand on dit en amont, intuitivement, on a l'impression que c'est derrière. Parce que pour moi, le futur descend vers nous. C'est-à-dire qu'en fait, puisque le futur est déjà réalisé, bon, il est multiple, mais à un moment donné, on a une seule trajectoire. Il faut considérer un peu comme la trajectoire d'un GPS, d'accord? Oui, parce que le futur est déjà réalisé. Oui, il est déjà réalisé, mais comme la trajectoire d'un GPS sur un vaste territoire du futur.
Donc ça veut dire... Là, on entre dans ma théorie personnelle. Oui, mais justement, donc là, on explique aux auditeurs. Donc là, on vous suit dans votre propre théorie. Voilà. On quitte les sentiers, disons, admis, en tout cas par certains, par beaucoup. C'est ça. Et là, on suit Philippe Guillemant. Voilà. Donc là, on prend notre sac à dos et on vous suit sur la route du temps, là. Voilà. Et pour que vous nous expliquiez. Mais alors, c'est pas du tout évident ce que vous nous dites. Le futur est déjà réalisé. Par contre, ce qui n'est pas moi, ce qui est de la physique comprise, bien comprise, consensuelle, c'est la décohérence qui transforme le réel quantique en un multivers de possibilités, finalement, qui se réduit à une seule, mais parce que l'observateur intervient. Bon, là, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Il y a des physiciens qui cherchent aussi à automatiser le processus du choix. Il n'empêche qu'on a toujours ce problème mathématique qui fait que il subsiste un choix et qu'il est inexpliqué. Donc là, on a plusieurs théories, dont celle de Zwirn, et je privilégie cette théorie-là parce qu'elle est compatible avec ma théorie qui va suivre. Voilà. Donc maintenant, on peut rentrer dans ma théorie. On vous suit. Donc... voilà, donc on a un futur qui est déjà réalisé avec à tout moment une trajectoire unique que nous avons, une ligne de temps dans ce futur. Et la nouveauté, ce que j'introduis, parce que là on est encore dans la physique pure et dure, c'est l'idée que cette trajectoire puisse changer à la manière de la trajectoire d'un GPS. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié. J'ai même passé des années de ma vie de chercheur à faire des calculs de billard pour montrer les deux manières les deux façons possibles de changer une trajectoire, par exemple des trajectoires de boules, des boules de billard. Donc j'ai montré qu'on pouvait changer les trajectoires de boules de billard, j'ai montré dans quelles conditions, etc. Et donc, ce n'est pas des paroles en l'air lorsque je vous dis que le futur peut changer de deux manières, soit que l'on change la destination, soit que l'on ne fasse pas ce qui est prévu par l'univers à une bifurcation. C'est-à-dire que normalement, parce qu'il y a des bifurcations, il y a au niveau macroscopique. Bon, ça se voit dans le billard, mais c'est général à tout le niveau macroscopique. Il y a des moments dans la vie où, bon, bien sûr, tout est programmé d'avance, mais à certaines bifurcations, on peut créer un changement d'univers, c'est-à-dire l'univers peut basculer. En gros, en un mot, pour donner une parole choquante, on peut changer d'univers. C'est-à-dire que là où je me différencie des autres physiciens, mais certains sont d'accord avec moi, c'est lorsque je dis qu'on peut changer d'univers parce qu'on vit au sein d'un multivers. Et ce multivers, qui est composé d'une myriade d'univers, il n'est pas composé d'univers séparés les uns les autres, qui se trouveraient à des distances de 15 milliards d'années-lumière pour le premier, etc., etc. C'est pas du tout ça. Ça, c'est la théorie des univers bulles, accolés les uns aux autres, etc. Pour moi, ça, c'est faux. Ça, c'est une vision matérialiste qui ne satisfait pas au principe du rasoir d'Occam. Elle est extrêmement coûteuse. Et moi, je remplace ça par une vision qui consiste à dire que le multivers, nous vivons dans un multivers et non pas dans un univers. Évidemment, c'est un multivers de pensée, Pour que ce soit possible, ça ne peut pas être un multivers de matière. C'est un multivers de pensée, c'est un multivers mental, un multivers de conscience. Et là, il n'y a aucun problème pour que tous ces univers soient superposés. Et donc, on peut changer de ligne de temps et on ne peut le faire qu'au moment des bifurcations. Et à ce moment-là, si on fait un choix autre, à ce moment-là, il est possible de faire un choix autre que celui qui a été précédemment prévu. Et à ce moment-là, on va dire que c'est comme si l'univers recalculait. C'est-à-dire, on a changé sa trajectoire. Et c'est pour ça que vous évoquez le GPS. Donc, si je change, ou par exemple, je me trompe de route, mon GPS me dit, pour aller chez Philippe Guillemant, il faut prendre cette route, on va arriver dans 15 km et dans 25 minutes. Je me trompe de bifurcation, pouf, il recalcule. Il m'emmène au même endroit, mais la route va être différente et le temps, il va peut-être m'emmener à un autre endroit d'ailleurs.
Alors, Mais ça, c'est un point intéressant. on se met à jour. Voilà. Mais vous venez de dire quelque chose d'intéressant. C'est que dans un premier temps, le GPS vous dit de faire demi-tour, ou alors il ne vous dit pas de faire demi-tour, mais il cherche à vous remettre sur la même trajectoire. Et puis, plus vous arrêtez pas de vous conduire différemment de ce qui est prévu, plus il est obligé de chercher loin pour vous remettre sur la même trajectoire. Et puis, au bout d'un certain temps, bah non, il ne peut plus. Et là, vous avez changé votre destinée, votre destination. D'accord? C'est-à-dire que les modifications de configuration de l'univers se font de proche en proche. Si, par exemple, je dis souvent ça, demain matin, je vais à la boulangerie, mettons, il n'y a pas de boulangerie ici, mais on s'en fiche, à pied plutôt qu'à vélo, ou l'inverse, ça ne va pas changer la société, ça ne va pas changer l'univers. Donc, intuitivement, pour le commun des mortels, il n'y a pas de problème. Ce n'est que si vraiment, et même si je me casse la figure en vélo, alors que normalement, ce n'est pas prévu, bon, ben ok, j'aurais changé quand même pas mal ma vie, je risque même d'être handicapé, mais ça ne va pas changer la vie des autres. Enfin, ou un peu, mais ça ne va pas changer l'univers ni la société. Alors, D'accord? on peut vous Donc, dire, là, ça va rien changer, mais peut-être que dans 10 000 ans, votre propre vie va être décalée de quelques secondes, oui, donc vous n'allez pas rencontrer la même personne, vos enfants vont peut-être oui, pas être les oui, mêmes, oui, et ainsi de suite. Et dans oui, 10 000 oui, ans, mais 1 million attention. d'années, on aura changé le monde. Oui, mais attention. Ça, c'est quand on suppose que le futur ne résiste pas. C'est-à-dire que moi, je pars de l'idée que j'ai montrée, hein, je l'ai démontré, ça, que le futur résiste au changement. On a le droit de changer la réalité, on a le droit de changer d'univers, on peut changer d'univers, mais le futur va résister au changement. Il faut que les changements soient progressifs pour que petit à petit, le futur finisse par s'adapter. Et c'est très intuitif. Et en fait, la raison pour laquelle la physique ne va pas sur ce terrain-là, pour l'instant, c'est parce qu'elle est mathématique et que les mathématiques ont beaucoup de mal à décrire ce que je suis en train de vous expliquer. Et c'est une simple impression, mais encore une fois, vous m'arrêtez. Elle est, comment dire, elle est enchaînée au temps et à la causalité. C'est-à-dire que un effet entraîne une cause et C'est ainsi ça, de suite, oui. et les choses s'enchaînent. Mais j'ai l'impression qu'il y a un biais dans ce que vous nous dites, qu'on voit très bien, disons, dans un univers où il n'y aurait pas de vie, et Mhm. même, j'ai envie de dire, dans un univers pré-quantique. On voit très bien, je vais m'expliquer. N'importe quel objet a une trajectoire et on peut la calculer à l'avance. Oui. Je sais que si je tire mon trait dans le temps, il va rencontrer tel autre objet, ils vont entrer en collision. Si j'ai suffisamment d'informations, je vais pouvoir calculer le ricochet et ainsi de suite. Oui. Donc je vais pouvoir calculer, en fait, avec un ordinateur suffisamment puissant, Oui. la destinée de l'univers tout entier. Alors, ça, c'est faux. C'était cru, c'était ce qu'on croyait, c'était l'ancien C'est pour ça que je vous disais que c'était pré-quantique. Parce qu'il n'y a pas ces petits sauts, ces hasards, en quelque sorte. Voilà, c'est faux parce qu'on sait que le quantique peut avoir un effet au niveau macroscopique. On sait que, et puis même, de toute façon, il existe aussi à l'échelle de l'infiniment petit ce qu'on appelle la gravité quantique. Et la gravité quantique, c'est quelque chose qui peut aussi avoir un effet macroscopique. J'ai publié dans Annals of Physics des résultats qui montrent qu'on peut adopter cette vision que je propose, qui consiste à dire on peut changer d'univers, on peut modifier les trajectoires dans le multivers, et en concluant que c'est par l'influence de la gravité quantique. C'est au niveau du quantique qu'il peut y avoir une modification des trajectoires. Parce que, en fait, pour le dire simplement, pour le voir au plus simple, c'est-à-dire la précision de l'univers n'est pas infinie. Tout dans notre réalité est composé d'informations et on n'a pas suffisamment d'informations et il n'existe pas suffisamment d'espace, d'ailleurs l'espace n'existe pas réellement, pour descendre à ce niveau de précision où on pourrait légitimer le fameux démon de Laplace qui dit que connaissant la position et la trajectoire, on peut calculer tout le futur. Ça, c'est faux. Il faut que ce soit bien dit. Je pense que là-dessus,
Les physiciens, bon, il y a peut-être encore des physiciens qui sont dans ce credo, mais je pense que la majorité des physiciens ont maintenant basculé dans l'idée de l'indéterminisme, c'est-à-dire que même si le futur est déjà là, il reste de l'indétermination. D'ailleurs, le plus grand problème de la physique, c'est d'arriver à concilier le quantique et le relativiste, c'est-à-dire les deux grandes théories les plus vérifiées par l'expérience que sont l'univers bloc d'Einstein, issu de la relativité, et la mécanique quantique. Et en fait, intuitivement, c'est quand on essaie de concilier les deux qu'on s'aperçoit que la seule solution, c'est parce que là, on a un futur complètement configuré d'un côté et là, pas du tout configuré de l'autre. Eh bien, la seule solution, c'est finalement d'avoir un futur qui est partiellement configuré. D'un côté, parce qu'il l'est parfaitement, mais qui peut changer à tout moment. Et de l'autre côté, parce qu'on est sur un multivers déjà d'emblée de possibilités. Et donc là, on a intuitivement les moyens de réconcilier ces deux théories qui, pour l'instant, restent inconciliables d'un point de vue mathématique, mais du point de vue intuitif. L'intuition peut quand même faire mieux. Et au passage, l'intuition, qu'est-ce qu'elle nous dit? Eh bien, c'est que si le futur est déjà là et qu'il peut changer, en conséquence, il peut influencer le présent. Et c'est ce qui explique un tas de phénomènes inexpliqués, dont les synchronicités. Alors là, il faut que on va rentrer un peu dans le détail parce que, encore une fois, on pouvait se dire de manière très, très simple, je peux calculer tout à l'avance, donc le futur est déjà là. Mais en fait, c'est pas du tout ce que vous nous dites. C'est pas que je peux calculer le futur, donc il est déjà là. C'est que, si je comprends bien, le temps est en quelque sorte à plat. Nous ne sommes présents que par, j'ai envie de dire par accident, mais nous ne sommes là que parce que j'ai conscience d'être là maintenant. Mais c'est pas pour autant que le futur est aboli, en quelque sorte. Bien sûr. Et donc, il informe le présent. Oui. Enfin, il informe notre conscience aujourd'hui. Enfin, au moment où nous parlons. Lorsqu'il change. Si le futur est déjà là et qu'il ne change jamais, on ne peut pas informer le présent. Alors, lorsqu'il change. Je vais prendre un exemple, si vous voulez bien, vous allez me dire si ça peut parler. Je ne sais pas si vous voyez le film Matrix. Oui. Il y a un moment où il y a un déjà-vu. Vous savez, il y a un chat qui repasse, un chat. Et c'est le héros, Keanu Reeves, qui dit déjà vu, le chat repasse. Et là, les autres s'alarment en disant il y a un déjà vu parce qu'ils sont en train de reconfigurer la matrice. Bug dans la matrice. Et comme ils reconfigurent, hop, il y a un truc qui arrive et qui se voit au moment où les personnages sont justement dans la matrice en train d'être reconfigurée. Est-ce que c'est une image qui pourrait parler? Elle est intéressante dans la mesure où effectivement tout laisse penser qu'on vit dans une simulation, ce que je ne crois pas. Hein. Mais disons que ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que la réalité soit une construction collective, etc., ça peut se métaphoriser par Matrix, c'est-à-dire on vit dans une matrice où tout est déjà là, sauf que c'est quand même une matrice un petit peu plus souple, une matrice flexible, c'est-à-dire le futur peut changer, c'est une matrice qui autorise le libre arbitre, la trajectoire du GPS, etc. Après, là, il y a... Mais bon... Ceci peut exister, et la physique nous invite à le penser. Ça ne veut pas dire qu'on vit dans une simulation. Parce que la théorie de la simulation est nécessairement fausse. Oui, elle est problématique parce qu'elle est indémontrable. Je ne peux même pas démontrer qu'elle est fausse. Voilà, parce que le simulateur, lui, il n'est pas censé être dans notre réalité, mais alors dans quelle réalité se trouve-t-il ? Donc il faut qu'il soit lui-même simulé. Donc en fait, elle ne résout strictement rien, donc il vaut mieux la laisser tomber. Mais c'était pour prendre une image, pas du tout pour dire qu'on était dans ce système-là. Non, mais c'est important de le préciser parce qu'il y a quand même, y compris des scientifiques illustres qui croient fermement, je crois même Elon Musk qui croit fermement qu'on se trouve dans une simulation. Bon, ce qui est une idée très matérialiste. En réalité, on n'est pas dans une simulation, mais on vit l'équivalent d'une simulation parce que c'est relatif à la conscience. Et il y a toutes les propriétés et les bugs de la matrice qui sont issus du fait que c'est un peu comme si c'était effectivement numérique.
comme si le film de notre vie était déjà joué d'avance, mais qu'on avait la possibilité de le changer à certains moments. Et que donc c'est ça qui crée les bugs dans la matrice. Alors, mais le bug qui n'en est pas un et qui est le plus intéressant, parce que ça peut nous aider à évoluer spirituellement et même à faire une sorte de magie, c'est la synchronicité. C'est-à-dire que je donne l'explication, elle est simple, hein. Votre futur change. En fait, non. Votre futur ne change pas comme ça, d'un seul coup. Vous avez une trajectoire qui est bien définie dans votre futur. Et puis, vous avez un nouveau futur, on va dire imaginaire au départ, qui, parce que vous êtes en train de le rêver, est en train d'augmenter ses probabilités. En augmentant sa probabilité, il finit par trouver un moyen de se brancher sur votre ligne de temps actuelle. Et là, il se produit... Et donc là, il y a une bifurcation, puisqu'il y a une possibilité à ce moment-là de bifurquer vers ce nouveau futur. Vous pouvez ne pas le détecter, ou alors vous allez le détecter. Tout va dépendre de la probabilité de cette nouvelle ligne de temps. Plus la probabilité de cette ligne de temps est puissante, parce que vous avez investi votre conscience là-dedans, et plus, à ce moment-là, il va se passer quelque chose d'étrange qui va vous inviter à bifurquer. Il va y avoir un hasard assez extraordinaire, éventuellement porteur de sens, qui va vous guider et vous faire comprendre que c'est par là que vous devez aller. Donc vous allez prendre une décision que vous n'auriez normalement pas prise parce qu'elle est risquée, mais le hasard vous invite à prendre cette décision risquée malgré tout. Alors, j'ai l'impression que je vous suis, mais l'impression que j'ai en vous écoutant, c'est que on revient à ce référentiel dont on parlait en début d'entretien, et j'ai l'impression qu'il est toujours personnel, ce référentiel. Or, l'histoire du monde, l'histoire de l'humanité, elle est tout de même collective. Les drames, la plupart des grands drames sont des drames collectifs, dans lesquels des millions, voire des milliards de personnes sont impliquées. Alors, comment ces futurs potentiels, ces lignes de futur qui bifurquent comme ça, Oui. à titre individuel, comment est-ce que ça peut jouer avec justement la masse de la collectivité ? Alors, il y a la conscience individuelle, il y a aussi la somme des consciences individuelles et éventuellement la conscience collective qui pourrait être plus que la somme des consciences individuelles. Et il est clair que la trajectoire de l'humanité suit la conscience collective et pas une conscience individuelle. Et si un individu joue un rôle à un moment donné comme Néo parce qu'il va permettre de sortir de la matrice, admettons, ce n'est pas parce que l'humanité a eu la chance qu'il soit né et que à un moment donné, donc il a sauvé le monde. C'est pas ça. C'est parce que le monde est déjà sauvé dans le futur. C'est important comme concept. Le monde, grâce à la conscience collective, le monde est déjà sauvé dans le futur. Et comme auparavant il ne l'était pas, eh bien, le monde sauvé dans le futur trouve un chemin qui va passer par l'existence de Néo pour aller vers ce nouveau futur. Donc, il faut pas. C'est bien de. C'est pour ça que vous disiez que le futur est en amont. En amont, voilà, c'est ça, en amont, dans le futur. Il ruisselle vers nous, en quelque sorte. Voilà. Donc, effectivement, on a l'impression qu'on a là un héros qui sauve le monde. En réalité, le monde s'est déjà sauvé et a trouvé pour manifester cette nouvelle réalité le personnage de Néo pour aller dans une nouvelle direction. D'accord ? Ça fait plus sens. Oui, mais alors, je vais prendre un autre héros de fiction, mais qui, j'ai l'impression, est peut-être plus dans le cadre de ce que vous décrivez. Ça m'évoque plutôt Frodon dans Le Seigneur des Anneaux. Vous voyez, où Oui, d'ailleurs, c'est peut-être mieux. Où chacun est à sa place. Alors, on a un tout petit personnage qui prend ce chemin qui n'était pas du tout prévu pour lui, ce chemin d'héroïsme, qui porte un fardeau qui n'était pas prévu pour lui, et qui, lui, va cheminant jusqu'au mont du destin, le mont Doom, je crois, pour jeter l'anneau. Et en même temps, toutes les grandes puissances se mobilisent, vont les unes vers les autres.
et avancent collectivement vers leur destin, qui est déjà, enfin, et d'ailleurs lui avance vers le mon destin. C'est dans la cartographie. Je crois que c'est quelque chose que vous aimez bien vous-même, cette cartographie du chemin. On va vers ce destin, mais chacun par un chemin différent. Oui, ah bah non, mais le Seigneur des Anneaux est une meilleure métaphore encore que... Bon, mais c'est parce qu'on avait parlé de Matrix au départ. Oui, non, mais pardon. Mais les Seigneurs c'est des ce Anneaux, qui m'y fait penser. C'est encore mieux, hein. Frodon, effectivement, c'est très bon exemple. Oui, alors pardon, on se perd avec nos histoires de fiction. Mais donc, voilà, donc vous nous dites le futur, en quelque sorte, ruisselle vers nous et informe le présent, notamment par ses synchronicités, donc ce qu'on appelle, nous, des hasards, et qui en fait n'en sont pas. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. La physique a introduit plusieurs sortes de hasards parce que, justement, la physique est loin d'être aboutie, elle a encore beaucoup à progresser. Et comme il existe beaucoup de sources d'ignorance, on a introduit le hasard. Par exemple, le fameux hasard quantique qui intervient au moment de la réduction de la fonction d'onde. C'est quelque chose qui était refusé par Einstein, qui disait c'est comme un dieu qui joue au dé. Il voulait bien croire en Dieu, Einstein, mais il ne voulait pas que Dieu joue au dé. Il avait bien raison, d'ailleurs. Il semblerait qu'on ait prouvé qu'il avait tort en 1982 grâce aux expériences d'Aspect qui ont prouvé que la mécanique quantique était juste, mais en fait, non. La mécanique quantique n'est pas encore assez aboutie. D'ailleurs, le grand physicien Roger Penrose, un prix Nobel récent pour ses travaux sur les trous noirs, l'un des plus grands physiciens de la planète, si ce n'est le plus grand physicien mathématicien de la planète, le dit lui-même. La mécanique quantique, il n'hésite plus à dire qu'elle est fausse parce qu'elle n'a pas résolu ce problème lié à l'observateur, justement, qui est comment se réduit l'onde, comment on fait pour passer du quantique à notre réalité unique. Donc ça n'est pas résolu. Et moi, j'utilise mon intuition pour proposer des solutions, parce que je ne suis pas non plus capable, pas plus capable, moins capable, je suis moins capable que d'autres grands mathématiciens de trouver la solution à ce problème. Mais bon, moi, c'est plutôt sur le plan intuitif que je travaille en utilisant de grandes ressources à coup de métaphore. Hein, et à coup de métaphore, on peut comprendre. On peut comprendre ce qui se passe lors de la réduction d'état. On peut comprendre que finalement, il y a une collaboration entre l'acte d'observation dans le temps présent qui requiert le cerveau. Alors évidemment, il requiert le cerveau, mais si on ne fait pas attention, ça ne va pas marcher. Donc il requiert quand même la conscience. C'est-à-dire que si on est une personne trop conditionnée, on ne va pas détecter les bifurcations. Donc on a quand même besoin de la conscience pour que l'observation, pour pouvoir observer une bifurcation, c'est-à-dire une possibilité de faire autrement. Alors ça, j'arrive là devant cette bifurcation. J'ai quoi? J'ai un panneau, j'ai un signe qui m'indique. Vous avez un signe, oui. Mais comment je le reconnais, ce signe? Parce que j'imagine que ce n'est pas un panneau qui me dit vous pouvez tourner à droite ou à gauche. Si vous n'avez pas fait de travail préparatoire pour ça, il faut vraiment que ce soit un signe extrêmement puissant. Hein. Sinon, si vous savez qu'à un moment donné, vous attendez juste le bon moment pour savoir quoi faire, pour aller vers une nouvelle destinée, là, vous allez peut-être être réceptif à des choses un petit peu plus... des animaux, des choses comme ça. Hein. Enfin bon, moi je raconte ça dans mes livres, c'est un petit peu difficile, il faudrait une interview entière pour parler d'une seule synchronicité. Donc ça peut être des animaux ayant un comportement bizarre ou qui traversent la route à un moment, ça peut être des oiseaux, ça peut être à peu près n'importe quoi, ça peut être des rencontres. Quelqu'un vous regarde bizarrement, etc. Et vous vous demandez, tiens, peut-être je devrais aller lui parler. Si vraiment il vous regarde d'une manière étrange et que ce n'est pas tellement normal que quelqu'un vous regarde d'une manière étrange,
Il se passe deux choses. Si vous êtes conditionné, vous lui dites bah non, je ne parle pas aux inconnus. Si vous n'êtes pas trop conditionné, vous vous dites, ou même vous vous en fichez. Sinon, vous vous dites oui, bon, bah, qu'est-ce qu'il a celui-là à me regarder, et puis vous laissez tomber. Et si vous êtes un petit peu éveillé et qu'il y a quand même un travail préparatoire, peut-être que ce gars, il a une information pour vous. Vous allez le voir, et là, il vous donne une information qui vous change la vie. Et cette attention aux signes, j'ai l'impression, enfin moi ça m'évoque les augures, les augures antiques. Vous voyez, mais je vais vous donner un exemple. Ça a peut-être un rapport. Je suis un général dans l'Antiquité, je dois livrer bataille avec mon armée, et je vais interroger les oracles, Oui. donc ceux qui doivent lire les signes. Alors vous parliez d'animaux, ça peut être le vol d'oiseaux qui va passer à droite ou à gauche. C'est ça, oui. Et vais-je ou pas livrer bataille? Mais selon l'interprétation du signe, en effet, il va y avoir une conséquence directe sur la réalité, malgré tout. Mais c'est complètement lié à ce que je viens de dire. Que je livre ou pas bataille, il y a quand même un effet direct entre le signe, son interprétation et le réel. Les augures, les oracles, etc., ce sont des conséquences de la théorie que je propose. Bien sûr que, à partir du moment où on fonctionne soi-même avec une forme de codification, c'est-à-dire on dit que, bon, ben voilà, quand il y a un oiseau qui, etc., je pense que d'ailleurs les animaux fonctionnent comme ça. C'est un peu comme si vous envoyez une information à votre futur, que voilà, s'il se passe quelque chose à ce moment-là, vous allez vers lui. Votre futur, il a besoin d'augmenter sa probabilité, parce que vous avez investi de l'énergie, de la conscience dans votre futur. Donc votre futur, il doit augmenter sa probabilité, donc il va chercher tous les moments où ça va pouvoir rentrer dans votre présent. Si vous lui fournissez des codes, en disant que s'il se passe ceci, vous cessez d'avoir un comportement normal et vous commencez à faire quelque chose qui ne l'est plus, votre futur peut utiliser ça pour vous ramener vers lui. Donc, c'est la raison pour laquelle les oracles fonctionnent. Bon, les oracles fonctionnent parce que enfin, ils fonctionnent. Il y a toute une, bien sûr, il y a toute une initiation, une discipline. C'est pas aussi simple. Le Yiking marche bien, mais c'est dans le temps que ça se réalise, parce que ça dépend de l'état de conscience. Si au fur et à mesure vous recevez des réponses, à un moment donné, vous sentez que tiens, c'est pertinent, donc là vous êtes sur une voie où vous êtes en train de donner de la crédibilité à ce qui vous est affiché, au tirage au sort, au résultat du tirage. Et en donnant de la crédibilité au résultat des tirages, vous augmentez la probabilité que le prochain tirage vous conduise à un comportement qui va changer votre futur dans la direction de ce que signifie votre questionnement. D'accord ? Et c'est ce qui fait que, effectivement, vous obtenez des réponses souvent bluffantes de la part des oracles. D'accord ? C'est assez subtil. C'est une sorte de boucle de rétroaction entre le futur et le présent, parce que la conscience, en réalité, enfin, surtout la partie vibratoire de la conscience, elle est hors temps. Et le futur, il est déjà là. Et en plus, et s'il se crée un changement dans le présent, ce changement peut parfaitement être intriqué avec un futur déterminé qui fonctionne ensemble. Et donc, en jouant là-dessus, vous jouez sur ces boucles de rétroaction temporelle qui font intervenir la conscience et qui expliquent donc les synchronicités, les oracles, etc. La physique va bientôt le découvrir. Hein. Il y a un physicien, il est l'un des pères de la théorie des cordes, qui est en retraite aujourd'hui, qui s'appelle Olgebek Nielsen, qui a fait une publication qui a eu un retentissement mondial, je crois que c'est en 2009, lorsque le LHC, le grand collisionneur de particules, est tombé en panne à cause d'un oiseau qui a laissé tomber son morceau de pain dans les circuits cryogéniques. Il s'est servi de ça.
bon, c'était un prétexte pour faire une belle publication, pour montrer que l'influence du futur sur le présent, c'était réel et ça pouvait passer par le hasard, par des manifestations du hasard. Et là, il a donné cet exemple du morceau de pain. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas le seul à penser ça, c'est que beaucoup d'autres physiciens, dont certains illustres, ont fait le lien entre l'influence du futur et les hasards improbables. Et ça, c'est quelque chose dont je suis absolument persuadé qu'il ne va pas falloir encore très longtemps, quelques années, au pire décennies, pour que ce soit largement admis en physique. Philippe Guillemant, on arrive tranquillement à la fin de ce premier entretien et je redis à nos amis auditeurs de Tocsin qu'on va en avoir un second et que donc, mais qui sera diffusé après, je ne sais pas quand, l'avenir nous le dira. J'aurais une dernière question, on a beaucoup parlé par image lors de ce premier entretien. Je voudrais vous en soumettre une, qui m'a été évoquée à la lecture de votre ouvrage, La route du temps, en se disant que le futur est déjà réalisé, qu'il est déjà, en quelque sorte, qu'il existe déjà. J'avais cette impression, encore une fois, vous allez me détromper si l'image est mauvaise, que c'était un peu comme un phénomène de gravité, comme s'il y avait une masse devant nous tous, et qu'on était attiré par cette masse, qu'on chutait en quelque sorte vers l'avenir, alors que peut-être les uns pouvaient mettre le parachute, les autres heurtaient quelque chose qui déviait leur trajectoire, mais que, in fine, on tombait tous ensemble, collectivement et individuellement, vers cette masse qui serait devant nous, en quelque sorte, dans l'avenir, mais qui ferait d'ailleurs, qui pourrait expliquer que le temps passe. C'est-à-dire qu'il y a un moteur du temps qui ne serait pas derrière nous comme une cause première, mais comme une cause finale devant nous. Oui, mais cette idée de tomber vers le futur, elle est assez séduisante. J'aime bien cette image-là. Elle pourrait même, je crois, être plus ou moins mathématiquement fondée en lien avec la gravité, effectivement. Mais bon, ça, personnellement, je préfère l'idée du flux, du courant inverse, c'est-à-dire que l'idée que le futur vient vers nous, mais il est issu de multiples sources. Et donc, en fonction de la manière dont on se positionne dans le flot, on peut aller remonter jusqu'à une source ou une autre. Sur le mont du destin. Sur le mont du destin, voilà. Merci infiniment, Philippe Guillemant, pour ce premier entretien. On se retrouve, nous, tout de suite après, mais les auditeurs de Tocsin, dans quelques semaines, je ne sais. Merci encore. Merci.